En octobre dernier, le député de la France Insoumise, Andy Kerbrat, était interpellé dans le métro parisien en pleine transaction de drogue avec un mineur. Il achetait de la 3-MMC, une substance destinée à accroître les performances sexuelles et permettant de s'adonner à de véritables orgies. Un mois plus tôt, son ami Pierre-Alain Cotineau, candidat LFI au départemental en 2021, était arrêté pour viol et acte de torture sur une fillette handicapée de 4 ans. Des pratiques certes isolées, mais elles reflètent cependant une tendance à la dépravation au sein des milieux bourgeois de gauche. Un état d'esprit possiblement hérité des années 70 et 80, où une toute autre approche de la drogue et de la sexualité a émergé, pour voir certains de ces fruits pourris tomber de l'arbre à notre époque. On va parler de ce député insoumis de Loire-Atlantique, Andy Kerbrat, qui a donc été interpellé en flagrant délit alors qu'il achetait de la 3-MMC à un mineur dans la rue à Paris. C'est stupéfiant, nous a dit Rachel Kahn à l'instant. La transaction a eu lieu dans le 18e arrondissement de la capitale, sur le quai de la station de métro Lamarck-Colincourt, aux alentours de 22h jeudi dernier. Pris la main dans le sac, le député La France Insoumise, Andy Kerbrat, piégé comme un vulgaire consommateur de drogue qu'il est. Ce 17 octobre 2024, les policiers parisiens n'imaginent sans doute pas qu'ils prendront dans leur filet un élu du Palais Bourbon. Mais c'est bien un député du parti mélenchoniste qui achète, ce jour-là, un paquet de 3-MMC à un adolescent. Le membre de La France Insoumise faisait pourtant, dans ses discours, de la lutte contre la drogue une priorité. J'entends que les moyens de police sont essentiels, mais je le rappelle, la lutte contre la drogue, avant tout, avant de mettre des bleus dans la rue, c'est la police judiciaire, c'est le démantèlement des réseaux et des trafics. Je dois à Andy Kerbrat une plainte qui normalement ne me concerne pas, mais qui m'a valu un interrogatoire de gendarme de 2 heures et qui continue à me valoir quelques soucis judiciaires. Donc Kerbrat, pour moi, c'est pas un inconnu. Quand j'ai appris naturellement les aventures, pour le dire comme ça, du camarade Kerbrat, naturellement, je n'ai pas pu m'empêcher de me dire que le gars qui s'est permis de faire attaquer nos cortèges, qui s'est permis de nous insulter, qui s'est permis de nous dire qu'on était méchants, qui s'est permis de nous dire qu'il fallait faire le bien, était ce même mec qui était manifestement camé à mort déjà à l'époque, et qui est le même gars qui se fait prendre, donc, dans le métro quand même, en train d'acheter de la drogue à un mineur. Pire encore, il aurait utilisé des fonds publics, en l'occurrence ceux alloués à son mandat parlementaire de député, pour financer ses achats de 3-MMC. La 3-MMC est une drogue de synthèse stimulante. Elle est notamment utilisée pour doper ses performances physiques. L'utilisation de cette substance, ou d'autres comme la cocaïne, lors de rapports sexuels est une pratique plutôt diffuse dans les milieux gays. Elle est appelée chemsex. Derrière ce terme plutôt trivial se cache parfois la tenue de véritables orgies lubriques de plusieurs jours d'affilée. Cette drogue, couplée à de la cocaïne, c'est notamment celle qu'avait dans le corps l'humoriste Pierre Palmade lorsqu'il tue le bébé d'une femme enceinte et blesse 3 autres personnes sur la nationale 372 en février 2023 à Villiers-en-Bière. Sexe et drogue, un duo explosif qui semble bien être une tendance lourde dans les milieux de la gauche radicale. À l'annonce de son interpellation, ils ont été nombreux dans la sphère politique à déplorer qu'un député puisse s'adonner à de telles pratiques, ceci en finançant les réseaux de narcotrafiquants. Mais d'autres ont plutôt cherché à minimiser les faits. Quand je suis sur le terrain avec des gendarmes, des policiers, ils me disent « Madame, la drogue, elle est partout ». Donc ça, c'est un vrai sujet. Et qui la consomme dans ces cas-là? On se dit c'est monsieur tout le monde, en fait. C'est ça, quel que soit l'âge. La lutte contre la consommation de drogue ne peut pas passer par la criminalisation et la stigmatisation des consommateurs. C'est tout le contraire, c'est un enjeu de santé publique majeur, premier. Il y a énormément de consommation, en fait, dans tous les milieux en France. Et aujourd'hui, la question, c'est comment on accompagne ces personnes qui se font du mal à elles-mêmes avant toute chose, et comment on fait en sorte qu'elles puissent entrer dans un parcours de soins quand elles subissent des addictions. En ce qui concerne maintenant la situation d'Andy Kerbrat, je veux dire les choses de manière tout à fait nette. J'ai pour ma part une certaine conception de la vie politique, une certaine conception
de la vie démocratique. Alors je vous le dis sans détour, vous ne m'entendrez jamais, jamais hurler avec les loups quand on parle d'une personne malade, quand on parle d'une personne fragile. Toute la gauche et les filles en tête montent au créneau et insultent la société. Si le malheureux Kerbrat, par ailleurs député, se drogue, c'est à cause de la société qui ne crée pas les conditions pour soigner des gens comme ça. La prise de 3-MMC et plus largement les pratiques sexuelles débridées comme le chemsex sont-elles monnaie courante dans certains milieux de gauche? On se souvient de la bataille menée par l'adjoint à la maire de Paris, Jean-Luc Romero. Ce fervent partisan de l'euthanasie a fait de la lutte contre les drogues de synthèse son cheval de bataille. Il y a de quoi. Son mari, Christophe Michel, de 28 ans son cadet, en est mort en 2018. Adepte des sites de rencontres coquins, Christophe Michel fait ainsi la rencontre de Tuan Nguyen, un homme de 54 ans. Il se voit pour des parties fines agrémentées de prises de drogue de synthèse. Le 29 mai 2018, l'orgie vire au drame. Épuisé par la prise de drogue conjuguée à une activité sexuelle trop intense, Christophe Michel décède d'un arrêt cardiaque. Depuis cet épisode, son veuf Jean-Luc Romero tente d'alerter sur les dangers de la prise de drogue de synthèse et la pratique du chemsex. Visiblement sans le succès escompté auprès de certains membres du Gotha parisien. Depuis un certain nombre d'années, c'est pas nouveau, beaucoup de jeunes et moins jeunes s'adonnent à la fois à ce qu'on appelle les drogues de synthèse, et certains, et beaucoup dans la communauté gay, font ce qu'on appelle du chemsex, c'est-à-dire avoir des relations sexuelles avec des drogues pour amplifier à la fois les plaisirs, pour se libérer certainement. Aujourd'hui, on sait que le chemsex, les drogues de synthèse sont extrêmement développées et que personne n'en parle. Un fléau, certes, mais aussi un signe de déliquescence des mœurs chez certains élus de gauche. Alors que le gouvernement martèle son assurance de lutter contre le trafic, une partie de la sphère politique semble trouver normal de s'adonner à des orgies sous l'emprise de stupéfiants, qui proviennent des mêmes trafics que ces politiciens prétendent combattre. Alors on va faire chez tous les ministres, leurs cabinets, tous les parlementaires, tous les sénateurs, tous les députés, tous les maires, etc., des tests sanguins pour savoir s'ils sont positifs. Ah mais je veux bien, mais dans ce cas-là, je peux dire à Bruno Retailleau... Dans certaines professions, ça existe. Pas de problème. Un chauffeur routier, par exemple, un conducteur de bus, doit faire des tests. Bien sûr. Mais je peux vous dire que Bruno Retailleau va certainement découvrir que la consommation de drogue, dans son gouvernement, il y en a aussi. Alors il y a plusieurs choses là-dedans. Il y a déjà effectivement la génération précédente, les insoumis de la génération Mélenchon, sont des gens qui sont sans doute, on va dire, libres au niveau des mœurs, mais libres sans violence. C'est pas des gens qui se droguent, tout ça. C'est des militants d'origine trotskiste, disciplinés, qui chassent en meute, ça qui ont l'habitude des intimidations, des violences, sont d'anciens lambertistes, mais c'est des gens sérieux dans leur vie. Et là, c'est les nouveaux. Là, les petits nouveaux, c'est complètement une autre génération. C'est des gens moins politisés, mais c'est des gens d'une rare arrogance, c'est des gens qui n'ont jamais travaillé. Les autres ont travaillé. C'est des gens qui n'ont jamais travaillé et qui se croient tout permis. Et qui croient quelque part qu'ils sont des vrais révolutionnaires parce qu'ils transgressent des choses qui paraissent des fondamentaux. Pour eux, la drogue, naturellement, ils sont pour la libération de la drogue. Pour eux, la drogue, c'est l'alcool. Il y a quelques mois, Andy Kerbrat se félicitait de la tenue de la Marche des Fiertés à Ancenis. Il disait que l'événement avait définitivement dépassé le cadre des grandes villes et s'implantait fortement en région. En effet, depuis 2022, la petite ville de Loire-Atlantique accueille l'équivalent plus inclusif de la fameuse Gay Pride, cette manifestation d'homosexuels débridés où des chars flanqués de slogans lubriques défilent au milieu de cortèges de drag queens. Et c'est justement à l'une des connaissances d'Andy Kerbrat que l'on doit la tenue de la Marche des Fiertés à Ancenis. Un certain Pierre-Alain Cotineau, candidat LFI au départemental de 2021, très engagé dans la lutte pour les droits des homosexuels. Ce travailleur social de 32 ans, éducateur spécialisé, a porté ce projet de marche dans le canton voisin de la grande métropole nantaise. Isaac, qui est organisateur de cette Pride, ça fait 5 ans qu'on existe.
On voulait un moment de visibilité pour les LGBT des campagnes. Souvent, c'est fait dans les grandes villes. Et on est un peu les grands oubliés à la campagne et on veut aussi montrer que on est là. Et puis qu'on est fiers aussi d'être ce qu'on est. Et il n'est pas impliqué que sur le plan de la défense des droits LGBT. Il s'investit également de près dans la petite enfance. Par son métier d'aide-soignant tout d'abord, au travers duquel il accueille chez lui des enfants handicapés en bas âge. Mais aussi par son engagement militant, en partie dirigé contre le fléau de la maltraitance des enfants. Cottineau, cas extraordinaire. Un gars, vous le voyez, vous dites que le gars fait le bien. C'est un travailleur social. Il sacrifie sa vie, il s'occupe de la petite enfance. C'est par ailleurs un militant LGBT qui réclame naturellement tout ce qu'on sait de l'offensive des LGBT, des droits toujours nouveaux, des transgressions toujours nouvelles et tout, met en l'air l'ancien ordre moral, l'ancien ordre bourgeois, l'ordre catholique, tout ça c'est du passé, il faut quelque chose de nouveau. Bon, très bien, donc le gars, on le voit, on a presque envie de dire que c'est un héros. On a envie de lui donner la Légion d'honneur. Il raconte qu'il n'hésite pas à accueillir des enfants chez lui, des enfants qui sont sinon privés de foyer et tout. On a envie de le décorer. Octobre 2023. La police néerlandaise traque sur Internet les réseaux pédophiles. Sur la messagerie cryptée Telegram, elle tombe sur une vidéo plus que compromettante. On y voit un homme d'une trentaine d'années torturer et agresser sexuellement une toute jeune fille. L'homme s'exprime en français. Il est localisé en Tunisie. Il s'agit d'un certain Pierre-Alain Cottineau, celui-là même qui se vantait sur les réseaux d'être en première ligne pour la protection de l'enfance. Il est extrêmement rare que l'on retienne cette qualification de viol sur mineur de 15 ans avec acte de torture ou de barbarie. Je ne souhaite pas rentrer dans les détails, mais ce que je peux vous indiquer, c'est que nous avons, pour que les actes de torture de barbarie soient qualifiés, il faut pouvoir démontrer, d'une part, l'exceptionnelle violence exercée, ayant provoqué chez la victime une douleur et une souffrance aiguë, ainsi que la manifeste volonté de nier dans la victime la dignité de la personne humaine. Puis bon, on apprend, et là c'est quand même particulièrement grave, que le gars, il s'est quand même permis des rapports plus que violents, plus que brutaux, avec un gamin handicapé de 4 ans. Enfin, je sais bien qu'il peut y avoir des tordus dans tous les partis, mais enfin, je constate quand même que ce parti, les Insoumis, a un don particulier pour attirer, pour séduire et pour recruter un paquet de tordus quand même, parce que c'est un peu ça. Et on a l'impression que jusqu'au bout, ils défendent leur mec, sauf quand vraiment on peut plus. Coup de tonnerre dans les rangs de LFI. Le coordinateur national Manuel Bompard annonce, dès le lendemain, l'exclusion de l'ancien candidat de la France Insoumise. Parmi les élus qui prennent la parole, un certain Andy Kerbrat, qui estime que cet acte est abominable. Alors Cottineau, c'était quand même le truc de trop. On peut défendre les camés, on peut défendre un Kerbrat, on peut défendre un Boyard. Cottineau, là, il y a quand même agression sur enfant, tout ça, et le mec est viré dans la journée. Là, quand même, mais sinon, c'est l'exception, Cottineau, par rapport à la discipline interne. Sinon, on couvre tout. Voici la maison où l'horreur s'est produite. Dans le voisinage de Pierre-Alain Cottineau, on évoque un homme discret, solitaire même. Il se mêlait peu à la vie doudonaise et ne faisait pas parler de lui. Bien sûr, la nouvelle a été vécue comme un véritable choc. Bien qu'on sût peu de choses sur la vie du militant LGBT, on était loin d'imaginer que de telles atrocités se produisaient entre ces 4 murs. Dans la plupart des médias, une certaine discrétion accompagne cette affaire. Pas un mot sur TF1 ou France Télévisions. Sur BFM et dans la presse de gauche, lorsqu'on relaie l'information, on se garde bien de préciser que l'accusé est un ancien candidat LFI. Les enquêteurs sont parvenus à retrouver la trace de ce suspect de 32 ans, au casier judiciaire vierge, autrefois babysitter ou encore aide-soignant. Seuls quelques journaux, comme le JDD et quelques émissions de télévision, reviennent sur le militantisme de Pierre-Alain Cottineau.
Viol avec acte de torture et barbarie sur une fillette de 4 ans. Un ancien candidat de la France Insoumise arrêté à Montréal-Bucco. Oui, ça commence, Cyril, le 11 septembre dernier. La police, en fait, tombe sur plusieurs vidéos pédophiles très explicites et même jugées carrément insoutenables par les policiers qui pourtant ont l'habitude d'en voir. Alors ces images sont d'autant plus inquiétantes, si vous voulez, qu'en fait, elles circulent à ce moment-là sur des boucles Telegram de réseaux à la fois français et étrangers, de réseaux pédophiles. Peu de journalistes se sont interrogés sur les véritables causes de ce marasme. Certes, le placement de cette jeune fille handicapée chez Pierre-Alain Cotineau est un échec complet. Mais doit-on le réduire à un cas isolé ? L'homme de 32 ans avait précisément demandé aux services sociaux de lui confier des enfants de 4 à 6 ans. S'est-on correctement interrogé à l'aide sociale à l'enfance de Loire-Atlantique sur les raisons de cette exigence ? À la SE 44, à Nantes comme à Ancenis, on ne donne pas suite à nos demandes d'entrevue. Où est la communication du département sur les erreurs commises, son mea culpa public, sa simple remise en question ? Le cas semble assez révélateur d'un véritable embourbement des services sociaux de l'enfance. Une certaine idéologie, opposée aux structures familiales traditionnelles, enjoint les juges à décider bien souvent d'un placement pour des enfants ou adolescents qui lui paraissent en danger dans leur famille. Malheureusement, à l'instar des places de prison, celles dans les familles d'accueil ou même les centres se font de plus en plus rares. Résultat, nombre de ces placements se font dans des structures inadaptées, parfois même à l'hôtel ou en gîte. Dans ce contexte difficile, le placement d'une petite fille handicapée chez un homme seul de 32 ans n'a sans nul doute pas fait réfléchir les services sociaux. D'autant que l'on connaît la prévalence des syndicats de gauche et le militantisme LGBT qui sévit au sein de ces institutions. L'engagement politique de Pierre-Alain Cotineau a sans doute plutôt été vu comme un gage de sécurité. Serait-on en train d'assister au triste retour de bâton d'une idéologie antifamiliariste ? Une politique qui considère, par exemple, que la pression scolaire subie par un enfant peut être pire que son éloignement du foyer, son placement dans des structures potentiellement inadaptées. Dans les rangs de l'aide sociale à l'enfance, ils sont en effet nombreux à adhérer aux principes hérités des années 70, où les structures traditionnelles sont mises sur la sellette. Et, avec elles, toute une série de principes, y compris ceux inhérents à la sexualité et l'enfance. Je vais à 9h du matin retrouver mes 8 petits gosses entre 16 mois et 2 ans. Je vais leur torcher le cul, je vais les chatouiller, ils me chatouillent, on se fait des papouilles. Vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi commence à vous déshabiller, c'est fantastique. La propagande 68arde a-t-elle définitivement inculqué à toute une génération des pratiques débridées du sexe et un rejet complet des structures familiales ? Il existe en tout cas un milieu bourgeois homosexuel dont les mœurs semblent bien s'être éloignées de ces structures. L'affaire de Maxime Cochard, en 2021, en est assez symptomatique. Maxime Cochard est un conseiller de Paris, anciennement affilié au Parti communiste. En 2020, il est accusé de viol par un jeune homosexuel de 20 ans, Guillaume Tran. L'affaire fait grand bruit dans le milieu gay du Marais, au sein duquel Maxime Cochard est une sorte de petite coqueluche. Connu sous le pseudonyme d'Elias, il est une figure incontournable des soirées du quartier. Le journaliste de la revue Éléments, Laurent Vergniaud, a enquêté sur cette affaire, plongeant dans le milieu du Marais. Il relate son expérience à visage couvert. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a à la fois cette espèce de lucidité et de détachement par rapport aux aspects négatifs de leur culture, de se dire que bon, finalement, la drogue, la prostitution, le népotisme politique par la couche d'aveu total et permanent, et en même temps de non-dit, il ne faut jamais critiquer l'homosexualité en public. Même en tant que gay, hein, il faut... Et en fait, dans cet univers-là, Maxime Cochard a connu son ascension, s'est plutôt bien installé. Dans ce microcosme cohabitent cadres dynamiques parisiens et jeunes homos désœuvrés, venus le plus souvent de banlieue. Ces derniers cherchent là un refuge communautaire, loin de familles populaires peu acquises à la cause LGBT. Guillaume Tran est de cela. Il se lie avec Maxime Cochard et tout un autre groupe d'amis, habitués de soirées
finissant parfois en partie fine. Finalement, c'est souvent des gens qui sont en rupture familiale, qui ont grandi dans des familles pas forcément de gauche, qui ont dû affronter ce regard-là, ce sentiment d'exclusion. Donc finalement, qui se retrouvent entre eux, qui essaient de trouver une forme de sécurité. Ce n'est pas une bourgeoisie qui se reproduit de manière évidente par le sang. C'est des cooptations sexuelles entre petits amis, amis de petits amis, et avec des profils très variés. Hein. Mais un jour, il annonce, sur le réseau social X, à l'époque Twitter, avoir été agressé sexuellement par l'élu communiste. Dans le milieu, on préfère souvent cacher la poussière sous le tapis. Alors, la dénonciation publique de Guillaume Tran n'est pas du goût de tout le monde. Des pressions, intimidations se seraient abattues sur le jeune homosexuel. Mais une bonne partie du milieu gay parisien prend fait et cause pour lui, jusqu'à ce qu'éclate une autre affaire de viol, dans laquelle Guillaume Tran fait cette fois partie des accusés. Et on a vu aussi une fracture générationnelle entre ce milieu, on va dire, gay, très culture gay installé parisien, et un nouveau milieu gauchiste, très sur les identités multiples, la culture queer. D'ailleurs, sur ces dernières années sur ces derniers mois de vie, Guillaume Tran avait fondé un collectif Paris Queer Antifa militant pour, en gros, encourager des jeunes LGBT à faire le coup de poing contre des opposants d'extrême droite, contre les manifs pour tous. Une culture qui est assez finalement différente de celle des Maxime Cochard et Victor Laby, où on se mélange, où finalement être communiste, c'est plus une étiquette bourgeoise. Le jeune homosexuel sera finalement retrouvé pendu le 9 février 2021. Quelques heures avant de mettre fin à ses jours, il fait état de sa peur d'être considéré comme un paria et d'être vu comme l'arroseur arrosé. Une plainte contre X sera déposée par sa famille. En 2022, l'enquête visant Maxime Cochard est classée sans suite, le parquet de Paris écartant sa responsabilité dans le suicide. L'enquête de police démontre même que Guillaume Tran n'aurait pas explicitement exprimé son refus et aurait eu, avec Maxime Cochard, des rapports pleinement consentis dans les mois qui ont suivi leur rencontre. Au-delà des milieux homosexuels, quelle est la véritable portée de ces affaires qui secouent la caste politique ? L'affaire Duhamel, révélée par le livre de Camille Kouchner, Familia Grande, ne serait-il que l'arbre qui cache la forêt ? Dans son ouvrage, la juriste, qui accuse son beau-père de viol répété, décrit un monde ultra-bourgeois qui fait fi des conventions, tout empli de beaux principes solidaires et progressistes, mais qui ne supporte pas le moindre regard sur lui-même. Un monde où la libération sexuelle est contrainte et forcée. Camille Kouchner raconte comment on envoie une femme mûre à l'aîné pour le déniaiser, ou comment les filles sont généralement dépucelées avant 13 ans, et les enfants incités à caresser les adultes. Les associations du pays d'Ancenis pour lesquelles œuvrait Pierre-Alain Cotineau demeurent sous le choc. Lors de leurs réunions, ces derniers mois, des points spéciaux, forme de cellules psychologiques express, sont mis en place pour évacuer ce gros caillou dans la chaussure. La communauté LGBT de la région feint de découvrir ce type de pratique dans son petit milieu protégé, loin des orgies de la capitale. Elle doit admettre qu'elle n'en est pas à l'abri. Andy Carbrat se félicitait de l'arrivée de la marche des fiertés en région. Il aurait pu ajouter que toutes les facettes de l'idéologie dévergondée, héritée des années 70, ont bel et bien égrené.